Ma fiancée a dit, j'invite l'homme qui m'entretient financièrement au mariage. Il paie ma robe. J'ai répondu, pardon? Elle a expliqué qu'elle le voyait uniquement pour l'argent depuis 6 mois. J'ai répliqué, garde la robe. Puis j'ai rompu les fiançailles et envoyé les preuves à sa femme. C'est ainsi que leurs 2 mariages ont volé en éclats. Moi, un homme de 29 ans, je suis technicien en chauffage, ventilation et climatisation. Je répare les systèmes pour des bâtiments commerciaux à Lyon. Je précise cela d'emblée car mon ex-fiancée avait l'habitude de décrire mon travail comme celui d'un ouvrier qualifié, sur un ton qui donnait l'impression qu'elle s'excusait pour moi. Comme si elle commandait au restaurant et devait expliquer que son plat principal était accompagné d'une garniture imposée. Ce n'était pas son choix. Il est technicien en chauffage, ventilation et climatisation, mais il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Merci, chérie. Très encourageant. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 4 mois. Le mariage était prévu pour octobre. Nous avions déjà réservé le lieu, une salle de réception de milieu de gamme qui nous a coûté 6 000 € pour un samedi soir. Mes parents avaient versé 2 700 € pour le traiteur. Ses parents couvraient les fleurs et le photographe. Je m'occupais de l'animateur musical et du fond pour la lune de miel. Un mariage pas somptueux, mais solide. Le genre de mariage où les gens s'amusent vraiment au lieu de subir une cérémonie de 40 minutes en se demandant quand le bar ouvert commencera. Elle travaillait comme responsable administrative dans une clinique de dermatologie, gagnait un salaire correct, environ 48 000 € par an. Je gagnais environ 62 000 € avec les heures supplémentaires. À nous deux, nous étions à l'aise, ni riches, ni en difficulté. Nous venions de signer un contrat de location pour un appartement de 2 pièces. La vie suivait son cours. Puis, environ 6 semaines avant le mariage, elle a lâché la bombe. Et je veux dire, elle l'a lâché nonchalamment. Comme si elle m'annonçait qu'elle avait pris du lait d'amande au lieu du lait d'avoine. Nous étions assis à la table de la cuisine, en train de passer en revue le tableur du budget du mariage, car oui, je suis le genre de type qui fait des tableurs. Jugez-moi. Et elle a dit, oh, j'ai oublié de te le dire. Pour la robe, c'est réglé. Tu peux retirer ces 2 200 € de la feuille. J'ai levé les yeux. Que veux-tu dire par réglé? Quelqu'un paie pour ça. Qui? Elle a pris une gorgée de son café glacé. Elle ne l'a même pas reposé avant de le dire. L'homme qui m'entretenait financièrement. Je l'ai dévisagé. Elle a soutenu mon regard. A pris une autre gorgée. Ton quoi? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste un arrangement financier. Il me donne de l'argent. Je lui tiens compagnie parfois. Des dîners, ce genre de choses. Il paie pour la robe en guise de cadeau. J'ai fermé lentement l'ordinateur portable. Depuis combien de temps ça dure? Environ 6 mois. Mais ce n'est pas une tromperie. Nous n'avons pas eu de relation intime. Il aime juste dépenser de l'argent pour des femmes plus jeunes. C'est honnêtement un peu triste. 6 mois. Oui, mais nous sommes fiancés depuis 4 de ces mois. Je sais, mais ça n'a rien à voir avec nous. C'est séparé. C'est comme une activité secondaire. Une activité secondaire. Elle qualifiait le fait d'avoir cet arrangement d'activité secondaire. Comme si elle vendait des objets faits main sur une plateforme en ligne. Je suis resté assis là, silencieux, pendant probablement 30 secondes. Elle a recommencé à parler, quelque chose sur le fait que beaucoup de femmes font ça et comment c'était essentiellement du réseautage, mais je ne l'entendais pas vraiment. Je faisais des calculs dans ma tête. 6 mois de dîner, 6 mois de cadeaux, 6 mois où un autre homme finançait ma fiancée pendant que je rampais dans l'isolation des combles à 6 heures du matin en pensant à notre avenir. Qui est-il? Ai-je demandé. Tu ne le connais pas? Il est plus âgé, dans la cinquantaine. Il est marié, mais c'est son problème, pas le mien. Et tu veux l'inviter à notre mariage? Pas à la cérémonie, juste à la réception. Il a été très généreux et je pense que ce serait impoli de ne pas le faire. J'ai reculé ma chaise et me suis levé. Elle a finalement posé le café glacé. Garde la robe, ai-je dit. Quoi? Garde la robe. Garde tout ce qu'il t'a donné. C'est fini entre nous. Elle a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire méprisant. Comme si j'avais dit quelque chose de ridicule.
tu réagis de manière excessive. Je viens littéralement de nous faire économiser 2200 € et tu es en colère. Tu as cet arrangement depuis 6 mois. Tu es fiancé à moi. Ce n'est pas une conversation à propos d'une robe. Si, c'est à propos de la robe. C'est tout ce que c'est. Tu en fais quelque chose que ce n'est pas. J'en fais exactement ce que c'est. J'ai attrapé mes clés et je suis parti. J'ai pris ma voiture jusqu'à la maison de mon ami et je suis resté assis dans son allée pendant environ 15 minutes avant même d'entrer. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé, il a dit « Frère, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » Je ne plaisantais pas. Cette nuit-là, j'ai dormi chez lui. Le lendemain matin, j'ai appelé la salle et demandé leur politique d'annulation. Nous avions dépassé le délai pour un remboursement complet. J'allais perdre la compte de 2000 €. D'accord, ça faisait mal, mais pas autant que d'être assis en face d'une femme qui pensait qu'un tel arrangement était une activité secondaire. Je lui ai envoyé un texto, j'annule le mariage. Je viendrai chercher mes affaires à l'appartement cette semaine. Je pense que nous devrions parler de la résiliation du bail. Sa réponse était longue de 18 messages. Je vais résumer. J'étais peu sûr de moi. J'étais contrôlant. J'étais menacé par une femme forte et indépendante. J'allais le regretter. Elle n'avait rien fait de mal. Toutes les femmes qu'elle connaît pensent que je réagis de manière excessive. Et mon préféré, tu gagnes ta vie en réparant littéralement des systèmes de climatisation. Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un comme moi ait dit oui. Ce dernier. Celui-là, je l'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardé. Car quand quelqu'un vous montre exactement comment il vous perçoit, croyez-le du premier coup. Maintenant, voici la partie où les choses se compliquent. Je savais que cet homme était marié. Elle me l'avait dit elle-même. Et écoutez, je ne suis pas un justicier moral. Ce que les autres font dans leur mariage ne me regarde normalement pas. Mais ce n'était pas abstrait. C'était un homme qui finançait ma fiancée depuis 6 mois pendant qu'elle planifiait un mariage avec moi. Sa femme méritait de savoir, et j'avais les moyens de le lui dire. Mon ex avait été négligente, insouciante, en fait. Sa tablette était toujours synchronisée avec notre connexion sans fil partagé. Et avant qu'elle ne change ses mots de passe, j'ai vu une notification apparaître d'une application de messagerie, pas un texto. Une de ces applications de messages éphémères avec un aperçu qui montrait son prénom et le début d'un message à propos de jeudi prochain. C'était suffisant pour que je fasse quelques recherches. Je ne suis pas un hacker. Je n'ai piraté aucun compte. Mais elle avait laissé son ordinateur portable à notre appartement et elle utilisait le même mot de passe pour absolument tout, le nom de son chien d'enfance, plus son année de naissance. Je lui avais configuré son courrier électronique une fois et elle ne l'avait jamais changé. J'ai ouvert l'application de messagerie sur son ordinateur et tout était là. 6 mois de conversation, de plans de dîner, de confirmation de virement, de photos de cadeaux, de chaussures, de sacs à main, de la robe de mariée, et suffisamment d'informations d'identification sur lui. Son prénom, la société à laquelle il faisait référence, une photo de sa voiture sur un parking de restaurant, pour que je puisse découvrir qui il était. Il était directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale. Milieu de la cinquantaine, marié depuis 22 ans, 2 enfants à l'université. Un profil professionnel en ligne avec une photo de famille en bannière. Le rêve français, apparemment financé par des dîners avec des femmes de 26 ans. Trouver sa femme a pris environ 8 minutes. Elle avait un profil public où son lieu de travail était indiqué. Elle était conseillère d'orientation scolaire. J'ai composé un message, court, factuel, sans jugement. J'ai joint 3 captures d'écran. Une du libellé du virement pour la robe, magnifique, une d'un selfie au dîner que mon ex avait pris avec lui. Son visage clairement visible, sa main sur sa taille, et une d'un message où il disait, et je paraphrase pour protéger les détails, qu'il était impatient de voir ce qu'elle porterait à son propre mariage. J'ai envoyé le message un mercredi après-midi. Puis j'ai mis mon téléphone dans un tiroir et je suis allé travailler. Mise à jour 9 jours plus tard. Bon, donc beaucoup de gens m'ont dit de me préparer aux retombées. Je pensais être préparé. Je ne l'étais pas, laissez-moi raconter dans l'ordre. La femme de cet homme, a répondu à mon message en moins de 4 heures. C'était 2 phrases. Merci de me l'avoir dit.
Je sais que cela n'a pas dû être facile pour vous non plus. C'était tout. Net, digne. J'étais sincèrement désolé pour elle. Mon ex a découvert que j'avais envoyé le message environ 48 heures plus tard. Je le sais parce qu'elle s'est pointée chez mon amie, où je logeais, à 21 h un vendredi, frappant à la porte comme si elle passait une audition pour un film sur les invasions de domicile. Tu as contacté sa femme. Mon ami a ouvert la porte. Elle l'a bousculé pour entrer. Il m'a regardé l'air de dire, mon pote, ton bordel, ton nettoyage, et il est monté. Tu n'avais aucun droit de faire ça, dit-elle, ne criant plus. Mais avec cette voix basse et tremblante que les gens utilisent quand ils sont furieux et essaient de paraître calmes. C'était ma vie privée. Ta vie privée impliquait un homme marié alors que tu étais fiancé à moi. Ce qui se passe entre lui et sa femme ne te regarde pas. Ce qui s'est passé entre toi et lui alors que tu portais ma bague, ça me regarde. Sa femme méritait de savoir tout comme je méritais de savoir. Comprends-tu ce que tu as fait ? Sa femme parle à un avocat spécialisé en divorce. Il m'a complètement coupé les vivres. Tout est fichu. Pour qui ? Elle m'a dévisagé. Pour tout le monde. On dirait que c'est fichu pour lui et pour toi. Moi, je vais bien. Tu vas bien. Tu dors sur le canapé de ton ami. Exact. Et je vais toujours bien. Elle a essayé un autre angle. C'est assise. Sais-tu ? A dit qu'elle m'aimait. A dit que cet arrangement était une erreur et qu'elle s'était laissée emporter par l'attention. A dit qu'elle y mettrait fin immédiatement, ce qui était drôle car il y avait déjà mis fin en la coupant les vivres, donc nous pourrions encore faire en sorte que ça marche. La salle était réservée. Les invitations étaient envoyées. Ses parents avaient déjà payé pour les fleurs. S'il te plaît, dit-elle, ne gâche pas 3 ans parce que j'ai été stupide. Et honnêtement, ça a failli m'avoir. Pas parce que je la croyais ou que j'avais changé d'avis, mais parce que quand vous avez aimé quelqu'un pendant 3 ans et qu'il est assis sur le canapé de votre ami, l'air petit et désespéré, votre corps ne rattrape pas immédiatement ce que votre cerveau sait déjà. Il y a un décalage, une latence émotionnelle, et pendant environ 10 secondes, je l'ai ressenti. Puis je me suis souvenu, tu gagnes ta vie en réparant littéralement des systèmes de climatisation. Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un comme moi ait dit oui. Le mariage est annulé, ai-je dit. J'ai besoin que tu partes. Elle est partie, mais la campagne ne faisait que commencer. La semaine suivante, sa famille s'est activée comme une sorte d'équipe soudée de privilégiés. D'abord, sa mère m'a appelé. Cette femme avait toujours été polie avec moi, mais j'avais surpris assez de regards de travers et entendu assez de bribes de conversation pour savoir qu'elle pensait que sa fille se contentait de moi. Son appel l'a confirmé. Je pense que tu es très égoïste, a-t-elle dit. Ma fille a fait une petite erreur et tu l'as punie et détruit une autre famille au passage. Madame, votre fille avait un arrangement financier avec un homme marié pendant 6 mois alors qu'elle était fiancée à moi. Elle m'a dit que c'était juste des dîners. Il y avait eu des virements totalisant plus de 8 000 €. Ce n'est pas un dîner. Silence, puis. Eh bien, c'est entre eux. Tu n'avais aucun droit d'impliquer sa femme. Je ne suis pas d'accord. Tu as embarrassé toute notre famille. Nous avons déjà parlé du mariage aux gens. Qu'est-ce qu'on est censé dire maintenant ? La vérité fonctionnerait. Elle m'a raccroché au nez. Puis sa sœur, plus jeune, 23 ans, encore plus privilégiée d'une certaine manière, a commencé à m'envoyer des textos. Pas des textos de colère, des textos manipulateurs. Elle pleure depuis 3 jours. Elle n'a pas mangé. Elle parle de se faire du mal. Ce dernier, je l'ai pris assez au sérieux pour appeler sa mère et exprimer mon inquiétude, pour me faire dire que sa sœur faisait du cinéma pour attirer ton attention. Super. La famille et l'entourage de cet homme ont commencé à s'effondrer et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu ma faute aussi. Sa femme n'a pas perdu de temps. Elle a demandé la séparation de corps moins d'1 semaine après avoir reçu mon message. Je le sais parce que cet homme, un homme que je n'avais jamais rencontré ni à qui je n'avais jamais parlé de ma vie, a obtenu mon numéro de téléphone et m'a appelé. Vous venez de me coûter mon mariage, a-t-il dit. Non, monsieur. Vous vous êtes coûté votre propre mariage. Vous êtes un gamin. Vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne.
Je comprends que vous payiez ma fiancée 8 000 € sur 6 mois pendant que votre femme pensait que vous étiez à des conférences de vente. Elle va tout prendre. La maison, ma retraite. Elle va me vider. Cela ressemble à une conversation pour votre avocat. Je pourrais vous poursuivre en justice pour ça. Pourquoi? Avoir dit la vérité. Il a raccroché. Il ne m'a pas, en fait, poursuivi. Mais voici ce qu'il a fait. Et c'est là que je me suis vraiment mis en colère pour la première fois. Il a complètement sacrifié mon ex. Il a dit à sa femme que mon ex l'avait poursuivi de manière insistante et qu'il était victime de la manipulation d'une femme plus jeune. L'avocat de sa femme avait apparemment une demande de pièces pour ses relevés financiers. Et dans une tentative de se présenter sous un meilleur jour, il a fait une déclaration affirmant que mon ex avait sollicité l'arrangement et qu'il avait essayé d'y mettre fin plusieurs fois. Mon ex m'a naturellement blâmé pour cela aussi, car si je n'avais pas prévenu la femme n'aurait pas engagé d'avocat. L'avocat n'aurait pas demandé les relevés financiers, et cet homme n'aurait pas eu besoin de pointer du doigt. Dans son esprit, toute la chaîne de conséquences remontait à moi, pas aux 6 mois de choix qu'elle et cet homme avaient fait ensemble. Son père m'a appelé, la première fois qu'il m'appelait directement. Un homme tranquille, électricien à la retraite. Je l'ai toujours apprécié. Il a dit, je ne vais pas te dire quoi faire, mais je veux que tu saches que peu importe ce qui s'est passé, tu as toujours été bon avec elle, et je suis désolé que ça se soit terminé ainsi. Celui-là m'a en fait un peu fait pleurer, car il était la seule personne de toute cette famille à me traiter comme un être humain au lieu d'un problème à gérer. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard, les choses ont continué à se déliter pour toutes les personnes impliquées. Et par tout le monde, j'entends surtout les personnes qui ont créé ce gâchis en premier lieu. La procédure de divorce de cet homme est devenue une réalité. L'avocat de sa femme était méticuleux. Il a sorti 6 mois de relevés de cartes de crédit, de registres de virement, de reçus d'hôtel. Tant pis pour les simples dîners, d'ailleurs. Il s'est avéré qu'il y avait des frais d'hôtel que mon ex avait commodément oublié de mentionner. Le tableau financier était affreux. Ce type avait dépensé quelque chose comme 12 000 € pour mon ex. Quand on additionnait tout, les 8 000 € de virement n'étaient que les transferts directs. Restaurant, cadeaux, 2 séjours à l'hôtel qu'elle m'avait juré n'avoir jamais eu lieu, tout sur sa carte personnelle. L'avocat de sa femme a fait valoir que les dépenses constituaient une dissipation des biens matrimoniaux. Pour ceux qui ne le savent pas, cela signifie essentiellement qu'un conjoint a gaspillé de l'argent commun pour quelque chose en dehors du mariage, et le juge aux affaires familiales peut en tenir compte dans la division des biens. Son fonds d'aventure de 12 000 € était maintenant la pièce à conviction numéro 1 dans un divorce qui allait lui coûter bien plus que 12 000 €. J'ai appris la plupart de ces informations par un canal inattendu. La femme de cet homme m'a recontacté, pas pour se plaindre ou pour bavarder. Elle voulait savoir si j'avais des documents supplémentaires, des captures d'écran, des messages, des dates. Je lui ai dit que j'avais conservé ce que j'avais envoyé à l'origine et que je pouvais le fournir à nouveau dans un format plus officiel si son avocat en avait besoin. Elle m'a remercié. Nous avons échangé peut-être une douzaine de messages au total sur 2 semaines. Purement professionnel. Elle gérait sa situation avec plus de sang-froid que quiconque dans tout ce bazar. Pendant ce temps, mon ex faisait face aux conséquences d'avoir été sacrifié par cet homme parce qu'il l'avait dépeinte comme l'instigateur dans sa déclaration à l'avocat de sa femme. Le nom de mon ex figurait désormais dans des documents juridiques liés à son divorce. Elle n'était pas partie au procès. Elle ne pouvait pas être assignée à comparaître ou quoi que ce soit, mais son nom était dans le dossier. Et dans un monde professionnel assez petit, cela a de l'importance. Cela avait de l'importance parce que la femme de cet homme travaillait comme conseillère d'orientation scolaire. Elle avait un vaste réseau. Elle était très appréciée. Et bien qu'elle n'ait pas mené de campagne publique, elle ne s'est pas tue non plus lorsque des amis proches lui ont demandé ce qui s'était passé. Le mot a circulé. Le nom de mon ex a circulé, pas sur les réseaux sociaux, dans de vraies conversations. Les réseaux de rumeurs, le genre que vous ne pouvez ni supprimer ni bloquer. Mon ex a commencé à recevoir des regards étranges à son travail. La clinique de dermatologie où elle travaillait se trouvait dans la même orbite professionnelle générale que l'entreprise de cet homme, dans le domaine médical. Un des dermatologues pour qui elle travaillait connaissait apparemment la femme de cet homme par le biais d'une association professionnelle. Il n'a jamais rien dit directement à mon ex,
mais elle a dit à sa sœur qu'il a dit à un ami commun qui me l'a dit que l'ambiance au travail avait complètement changé et qu'elle avait l'impression que les gens parlaient d'elle. Il le faisait probablement parce que c'est ce qui se passe quand la femme de l'homme qui vous finançait est une conseillère d'orientation scolaire bien connectée dans la même communauté professionnelle où vous travaillez. Les actions entraînent des conséquences. Maintenant, la situation de l'appartement, c'était un cauchemar à part entière. Nous avions signé un contrat de location de 12 mois ensemble 2 mois avant que les fiançailles n'explosent. Nos deux noms dessus. Quand je lui ai dit que je partais, elle a dit qu'elle garderait l'appartement. Ça m'allait. Je voulais juste être retiré du bail. Sauf qu'elle ne pouvait pas se le permettre seule. Le loyer était de 1 900 € par mois, et son revenu net après impôt était d'environ 3 000 €. Il lui restait 1 100 € pour tout le reste, paiement de la voiture, assurance, courses, téléphone, carte de crédit. Pas viable. Elle m'a demandé de continuer à payer ma moitié jusqu'à ce qu'elle trouve un colocataire. J'ai dit non. Elle a dit que j'étais légalement obligé car mon nom était sur le contrat. Elle avait techniquement raison. Je ne pouvais pas simplement partir sans conséquence. Alors, j'ai fait la chose responsable. J'ai contacté le propriétaire, expliqué la situation et demandé les conditions de résiliation anticipée. Les frais s'élevaient à 2 mois de loyer, 3 800 €. J'ai proposé de payer ma moitié, 1 900 €, si elle payait la sienne. Elle a refusé. Elle a dit que c'était moi qui faisais exploser la relation, donc je devais couvrir la totalité de la pénalité. J'ai souligné que c'était elle qui avait cet arrangement financier. Elle a dit que c'était sans rapport avec le bail. Techniquement correct, moralement discutable, mais techniquement correct. J'ai payé la totalité des 3 800 €. Cela a anéanti mes économies. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal, car c'était absolument le cas. Mais j'avais besoin que mon nom soit retiré de ce bail et j'avais besoin d'être libre de tout lien juridique avec elle. Parfois, la liberté coûte 3 800 €. Je l'ai payée. Elle est retournée vivre chez ses parents. Les mêmes parents qui m'appelaient égoïste et embarrassant. Leur fille de 26 ans était de retour dans sa chambre d'enfant parce que l'argent de cet homme s'était tari. Le fiancé était parti et 3 000 € par mois ne vont pas loin quand on a vécu en étant subventionné par les revenus de 2 hommes. Sa mère m'a naturellement blâmé. Sa sœur m'a blâmé. Mon ex m'a blâmé. Cet homme m'a probablement blâmé aussi entre 2 rendez-vous avec son avocat. Vous savez qui ne m'a pas blâmé? Son père. Il m'a envoyé un dernier texto environ une semaine après que j'ai payé la résiliation du bail. Il disait, j'ai entendu parler de l'appartement. Ce n'était pas juste pour toi. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardé parce que la décence venant d'endroits inattendus a un impact différent quand on est entouré de privilégiés. Mise à jour 3 finale 6 semaines plus tard. Dernière mise à jour. Je sais que cela a été une sacrée aventure et j'apprécie tous ceux qui ont suivi. Le divorce de cet homme a été finalisé environ 5 semaines après le dépôt de la demande. Sa femme a poussé pour une résolution rapide et il a accepté. Probablement parce que chaque semaine que la procédure se poursuivait, une plus grande partie de ses dépenses était documentée. L'accord final, d'après ce que la femme m'a dit dans son dernier message, était significativement en sa faveur. Elle n'a pas donné de détails et je n'ai pas demandé. Mais il a perdu la maison. Elle a obtenu un arrangement de garde principale pour les vacances. Les 2 enfants étaient à l'université, mais c'était toujours important pour le patrimoine familial et la planification. Son fonds de pension en a pris un coup à cause de l'argument de la dissipation. Le juge aux affaires familiales a convenu que les 12 000 € dépensés pour mon ex constituaient une dissipation des biens matrimoniaux et a ajusté la répartition en conséquence. Il a également dû vendre la voiture, celle de la photo sur le parking du restaurant, une sorte de berline de luxe allemande. Je ne connais pas assez les voitures pour vous dire le modèle, mais c'était le genre de voiture qui vous dit qu'un homme essaie très fort de se sentir jeune. Il conduit une Renault maintenant. Rien de mal avec les Renault, mais quand votre identité est construite sur l'apparence d'un grand dépensier, la descente en gamme est une punition en soi. La femme m'a envoyé un dernier message après la finalisation du divorce. Elle a dit, « Je sais que vous n'avez pas fait ça pour moi. Mais ce que vous avez fait m'a donné la vérité dont j'avais besoin pour prendre la bonne décision. J'ai passé 22 ans avec quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Je préfère tout recommencer à 53 ans plutôt que de passer une année de plus à faire semblant.
Merci. J'ai lu ce message 3 fois parce qu'elle avait raison. Je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait parce que j'étais en colère et blessé. Et je voulais que l'homme qui avait financé ma fiancée affronte la même réalité que moi. C'était égoïste, honnêtement. Mais il se trouve que c'était aussi la bonne chose à faire. Parfois, les deux coïncidents. Maintenant, mon ex, le chapitre final. Elle a tenté un dernier coup environ 3 semaines après que j'ai payé la résiliation du bail. Elle a demandé à un ami commun, un gars que nous connaissions tous les deux depuis l'université, de me contacter avec une offre de paix. Le discours était qu'elle était prête à me pardonner d'avoir contacté la femme si j'étais prêt à m'asseoir et à avoir une conversation pour savoir s'il y avait encore quelque chose à sauver. Me pardonner d'avoir contacté la femme. Après son arrangement de 6 mois avec cet homme alors qu'elle portait ma bague de fiançailles, l'audace était presque impressionnante. Presque. J'ai dit à l'ami commun, il n'y a rien à discuter. S'il te plaît, ne me contacte plus à ce sujet. Il a respecté ça. Un type bien. 2 semaines après ça, sa sœur m'a envoyé un dernier message. Pas manipulateur cette fois, presque désespéré. Elle a dit que mon ex ne pouvait pas payer sa voiture. Qu'elle était en retard sur sa carte de crédit. Qu'elle avait postulé à 3 autres emplois parce que l'atmosphère à la clinique était devenue insupportable et qu'elle pensait qu'elle allait être licenciée. Qu'elle dormait dans sa chambre d'adolescente, fixant une robe de mariée qui ne serait jamais portée, payée par un homme dont le divorce était désormais de notoriété publique dans leur cercle professionnel. Sa sœur a terminé le message par « Je sais qu'elle a fait une erreur, mais mérite-t-elle tout ça ?» J'ai longuement réfléchi à cela, sincèrement, pas de manière rhétorique. J'ai laissé mûrir la question une journée entière avant de répondre. Et voici ce que j'ai dit. Elle ne mérite pas tout ça, mais je n'ai pas causé tout ça. Elle a fait des choix pendant 6 mois. Il a fait des choix pendant 6 mois. J'ai fait un choix, celui de dire la vérité. Tout le reste est la conséquence de ce qu'ils ont construit ensemble. Je suis désolé qu'elle ait des difficultés, mais je ne peux pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Sa sœur n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. La bague de fiançailles. Les gens n'arrêtent pas de poser des questions sur la bague. C'était un diamant de 0,8 carats sur une monture en or blanc. Elle m'a coûté 3 700 €. En France, une bague de fiançailles est considérée comme un don conditionnel. Si le mariage n'a pas lieu, la bague appartient légalement à la personne qui l'a offerte, peu importe qui a causé la rupture. Je l'ai demandé en retour. Elle a refusé. J'ai demandé à mon avocat d'envoyer une lettre de mise en demeure. Ça m'a coûté 200 €. Elle a rendu la bague 4 jours plus tard. Je l'ai vendue à un bijoutier pour 2 400 €. On perd toujours de l'argent à la revente avec les diamants. Ces 2 400 € sont allés directement à la reconstitution des économies que j'avais brûlées en payant la résiliation du bail. Alors, voilà où j'en suis maintenant. Je suis de retour dans mon propre appartement, un 2 pièces, rien de chic, 1 300 € par mois. Mon ami m'a aidé à emménager. Ma mère m'a acheté un jeu de casserole comme cadeau de nouveau départ, ce qui était adorable, même si elle a aussi pleuré pendant 20 minutes et m'a dit qu'elle avait toujours pensé que cette fille avait un regard fuyant. Je ne sors avec personne. Je ne suis pas sur les applications. Je fais des heures supplémentaires, je reconstitue mes économies, et honnêtement, j'essaie juste de me souvenir de ce que ça fait de rentrer à la maison sans me demander ce qu'on ne me dit pas. La compte de la salle, 2 000 €, est partie. La pénalité du bail, 3 800 €, est partie. La lettre de l'avocat, 200 €, est partie. J'ai perdu environ 4 000 € au total après la revente de la bague. C'est ce que coûte un tel arrangement dans votre relation, apparemment. Plus les choses intangibles. Les 3 ans, la confiance, l'avenir que je pensais construire avec quelqu'un qui mettait sa compagnie aux enchères au plus offrant pendant tout ce temps. Le mariage était censé avoir lieu samedi prochain, le 12 octobre. Je le sais parce que mon calendrier de téléphone a toujours un rappel que je n'ai pas encore supprimé. Jour du mariage. Ne pas oublier la boutonnière. Je le supprimerai un jour, mais pas aujourd'hui. Quelques dernières réflexions pour ceux qui lisent encore. Si votre partenaire vous dit quelque chose de dérangeant sur lui-même et le présente comme si ce n'était pas grave, fiez-vous à l'information, pas à la présentation. Elle m'a parlé de cet arrangement de la même manière qu'elle m'aurait parlé d'un rendez-vous chez le dentiste. De manière décontractée,
imperturbable, comme si c'était déjà décidé et que mon opinion était une formalité. Cette façon de faire était un signal d'alarme en soi. Les gens qui vous respectent ne vous prennent pas au dépourvu avec une trahison déguisée en mise à jour budgétaire. Aussi, et je sais que c'est controversé, je ne regrette pas d'avoir prévenu la femme. Certaines personnes ont dit que j'aurais dû quitter ma relation et laisser son mariage tranquille. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ce n'était pas mes affaires. Mais je n'arrêtais pas de penser, si un étranger savait que ma fiancée voyait quelqu'un d'autre depuis 6 mois et choisissait de ne pas me le dire, j'aurais voulu le savoir. La femme méritait la même courtoisie. Je répare des systèmes de chauffage et de climatisation. Je rampe dans les plafonds, les sous-sols et les combles en juillet. Je rentre à la maison en sentant le fréon et la poussière d'isolant. Ce n'est pas glamour, mais c'est honnête. Et l'honnêteté vaut apparemment plus que je ne le pensais, car la femme que j'ai failli épouser n'a pas semblé capable de s'y tenir, ne serait-ce qu'une fois. Commentaire, je tenais à vous dire que cette histoire m'a vraiment touché. Quand on voit quelqu'un choisir de se respecter profondément, cela rappelle combien il est important de poser ses limites. J'ai admiré la façon dont il a assumé ses responsabilités sans chercher à blesser inutilement. Cela nous invite à réfléchir à la valeur de la vérité, même quand elle est difficile à dire. Dans nos propres vies, il est bon de se rappeler qu'on mérite des relations basées sur le respect mutuel. Prenez le temps de guérir après une déception, en choisissant la paix plutôt que la colère. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres, même dans les moments compliqués. La vie devient plus légère quand on apprend à lâcher ce qui ne nous convient plus. Je vous encourage à penser à ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, gardez confiance en votre capacité à construire quelque chose de beau et d'honnête. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.